tous, ravis de vous retrouver comme chaque week-end dans Smart Future, votre rendez-vous de l'innovation ou comment les entreprises réinventent notre quotidien. Au sommaire de cette émission, quand l'intelligence artificielle arrive aux portes de la ferme. Capteurs connectés aux animaux d'élevage, drones, robots agricoles 4.0. Le monde agricole est-il en train de vivre sa plus importante révolution technologique? Réponse en début d'émission. Dans Smart Money, on parlera robotique, pas si loin de Terminator ou d'iRobot. Notre expert des marchés viendra nous parler d'un secteur en pleine expansion dont les bénéfices pourraient dépasser les 100 milliards de dollars d'ici une dizaine d'années. Enfin, ne vous étonnez pas si vous voyez au-dessus de vos têtes des taxis volants. Les premiers essais sont prévus cet été dans la capitale. Nos deux invités nous diront si oui ou non, leur déploiement reste alors un mythe ou deviendra réalité. Mais tout de suite, on parle de fermes connectées sur Bismart. Notre sujet de la semaine, je le disais, ce sont les smart farms ou fermes intelligentes, intelligence artificielle, drones, robots agricoles, dernier cri. Comment vont-elles bouleverser le monde de la production agricole? Quelles sont les dernières innovations dans ce domaine? Nous allons poser toutes ces questions à nos trois invités. Guillaume Soulaire, directeur de l'activité Internet des objets d'Arteria, filiale de RTE, est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup Guillaume d'être là. Jérôme Leroy, fondateur de Winat et président de la ferme digitale, nous accompagne également en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Future. Et enfin, Mickaël Fontanin, directeur marketing et communication de Vitibot, constructeur de robots viticoles électriques, débattra également avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Ma première question, Guillaume Soulaire, pour quelles raisons le monde agricole a-t-il besoin de faire sa révolution technologique ? C'est un monde qui fait face à beaucoup de défis aujourd'hui, et notamment en France. C'est un monde dans lequel, en fait, il y a des problématiques de revenus. Il faut savoir que, par exemple, en 2017, le revenu moyen pour un exploitant, un agriculteur exploitant, c'était 1 390 €, donc ce qui est pas énorme. C'est aussi un monde qui fait face à des problématiques de développement durable, qu'il s'agisse de dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est d'une part le réchauffement, mais c'est aussi les événements violents, comme on a pu le voir avec le gel récemment dans le domaine de la viticulture. En France, il y a eu quand même beaucoup de dégâts liés à ça. Et puis, c'est aussi un monde qui attire de moins en moins le monde de l'agriculture. Petit à petit, on perd de plus en plus d'agriculteurs. C'est parce que c'est aussi un métier qui est très difficile, qui demande d'être très présent, de passer beaucoup de temps. On est déjà face à une pénurie ou pas encore, où on y arrive? Je pense qu'on peut commencer à parler de pénurie. Dans les 40 dernières années, on a perdu les trois quarts de nos agriculteurs à peu près. Et la courbe, elle n'est pas en train de s'infléchir, elle continue à baisser. Donc il faut quand même fournir des outils à ce monde pour simplifier la tâche et puis pouvoir essayer aussi d'être un petit peu plus attrayant. Jérôme Leroy, vous êtes d'accord avec ce constat? Pénurie d'agriculteurs, réchauffement climatique, on l'a dit. Vous êtes d'accord avec ces raisons-là? C'est pour ça que le monde agricole a besoin de faire aujourd'hui sa révolution technologique? Oui, effectivement, c'est un secteur qui a été qui est technologique depuis très très longtemps. Les agriculteurs ont toujours été friands de technologie. Néanmoins, le nombre d'agriculteurs, effectivement, a tendance à baisser. Mais il est important que les technologies puissent être disponibles pour donner aussi aux nouvelles générations une envie de devenir agriculteur, de faire du maraîchage, de faire de la viticulture, de faire de l'arboriculture, pour infléchir cette baisse ou améliorer, on va dire, la capacité de la France à produire sa propre matière première et de tous les pays dans le monde. Chez Winat, Jérôme Leroy, vous travaillez sur la récolte des données météorologiques. Pourquoi sont-elles essentielles ? Alors, les données météo pour les agriculteurs, c'est la clé de voûte de leur métier. Du matin jusqu'au soir, du semis à la récolte, l'agriculteur va avoir besoin de prendre des décisions au quotidien pour anticiper une date de semis, pour anticiper une quantité d'eau à apporter à sa culture, pour anticiper une maladie et donc protéger sa culture. Ça lui est essentiel de pouvoir observer ces données, avoir accès à un historique en temps réel sur son téléphone et bien évidemment, une fois ces données récoltées, pouvoir lui donner et lui fournir des outils prédictifs également. Mickaël Fontanin, il y a des enjeux de rentabilité, c'est ce que je crois comprendre quand on vous entend tous les trois.
C'est ça. En fait, on a vraiment aussi un enjeu. Alors, je rajouterais 2 enjeux, moi, par rapport à ce qui a été dit. Déjà, il y a un enjeu sociétal, mine de rien. On sait que les consommateurs veulent aussi maintenant consommer des produits plus respectueux de l'environnement et compagnie. Donc, du coup, il y a aussi cette volonté des consommateurs vraiment d'avoir des produits plus respectueux. On a aussi des plans, du coup, qui sortent, par exemple, les plans éco-phyto, qui demandent vraiment une réduction de tous les produits phytosanitaires en viticulture comme en agriculture. Et on a aussi un enjeu sécuritaire. Mine de rien, on sait qu'on a aussi cette volonté à la fois des agriculteurs, des viticulteurs et des ouvriers en tant que tels d'avoir aussi des tâches un peu moins pénibles et en tout cas plus sécurisées. Donc du coup, tout ça fait en sorte que forcément on a une rentabilité et un enjeu économique qui est forcément mis en avant pour justement avoir un usage des produits chimiques et compagnie beaucoup plus réduit. Donc du coup, un entretien plus régulier des sols par exemple, donc forcément plus de passages, plus de machines et donc du coup forcément c'est beaucoup plus coûteux. Michael Fontanin, je rebondis sur ce que vous dites, faciliter le travail pénible des agriculteurs, en l'occurrence des viticulteurs. C'est ce que vous faites avec vos robots chez Vitibot ? C'est ça, tout à fait. En fait, on propose depuis 2019 un robot qui est entièrement électrique et autonome. Et du coup, ce robot, à l'heure actuelle, permet de faire tous les travaux de sol pour à la place en fait des viticulteurs. Donc, c'est pas un remplaçant, c'est vraiment un accompagnant pour justement permettre d'aller dans les parcelles plus difficiles, avec des fortes pentes, avec des forts dévers, des choses sur lesquelles effectivement les tractoristes à l'heure actuelle ne veulent pas aller ou ne veulent plus aller parce qu'effectivement on a des risques de retournement parfois mortels, malheureusement. Et donc, du coup, le robot Bacchus qu'on produit et qu'on conçoit sur Reims permet effectivement à ces viticulteurs de pouvoir lancer le robot de manière complètement autonome dans la parcelle et de faire les travaux à leur place pour eux les dédier à des tâches un peu plus nobles en travail de la vigne, en entretien de la vigne et compagnie. Comment fonctionne votre technologie ? Je crois qu'il y a un peu d'intelligence artificielle. Oui, il y en a même beaucoup. C'est effectivement le cœur de Bacchus. Il permet effectivement de pouvoir enregistrer tout ce qu'il fait, il va pouvoir améliorer en continu la gestion de ses outils, il va pouvoir analyser effectivement son comportement dans la vigne. À n'importe quel moment, si le robot de lui-même, avec l'intelligence artificielle, détecte qu'il a effectivement, qu'il entre dans une situation par exemple dangereuse, il va de lui-même s'arrêter en contactant l'opérateur via le smartphone de contrôle et en disant « je m'arrête parce qu'effectivement je considère que je suis dans une situation un petit peu dangereuse ». Il va aussi pouvoir gérer ses outils de manière complètement autonome, donc grâce avec l'intelligence artificielle, en permettant effectivement un travail en fonction du sol, en fonction de la nature des outils qu'on va lui indiquer. Et tout ça, en fait, de manière vraiment totalement autonome, encore une fois, va permettre au robot de pouvoir gérer son travail sans forcément avoir l'aide de l'opérateur. Guillaume Soulère, derrière toutes ces innovations ressort donc très clairement l'enjeu environnemental. Quelle place tient-il véritablement dans l'élaboration de toutes ces solutions, selon vous, cet enjeu environnemental ? On pense à ça forcément aujourd'hui quand on crée une solution pour les agriculteurs ? C'est un des aspects qu'il faut prendre en compte, bien évidemment. Aujourd'hui, je pense que c'est, comme le disait tout à l'heure Michael, il y a quand même de plus en plus de demandes de la part du public concernant ce qu'on mange, que ce soit des produits issus des cultures ou des produits issus de l'élevage. Et dans ce cas-là, répondre à ces besoins environnementaux, c'est aussi un atout de la part des agriculteurs. Pouvoir apporter la preuve qu'on fait les choses correctement en diminuant les intrants avec une station météo Winat, par exemple, qui va vous dire qu'il y a des chances ou pas de développer une maladie. Voilà, c'est des choses qui ont quand même une valeur pour à la fois le public et pour l'agriculteur également. Jérôme Leroy, j'avais une question. Comment faire aujourd'hui la distinction entre les technologies gadgets et les véritables avancées pour le secteur agricole ? C'est aussi ce qu'on peut se dire quand on voit des drones qui volent au-dessus de champs. Voilà, comment faire la distinction vraiment entre les véritables avancées et donc les technologies un peu gadgets ? Ouais, alors quand j'ai créé Winat en 2014, on avait une idée qui était simple, c'était apporter aux agriculteurs une aide à la décision pour leur faciliter le quotidien, leur donner envie de mieux faire leur métier, leur proposer des données pour prendre des meilleures décisions. Effectivement, c'est un marché qui est en plein essor. On utilise de la donnée satellite, on utilise des drones. On ne peut pas dire que réellement pour adresser le marché agricole, des gadgets peuvent devenir des outils massivement utilisés puisque les agriculteurs préfèrent la robustesse, la fiabilité et la qualité de service. C'est un marché plutôt difficile à pénétrer, mais qui fait preuve d'une grande résilience. Ils ne sont pas dupes, les agriculteurs, Jérôme Leroy, c'est ce que vous nous dites. Pas du tout. Est-ce que vous parlez donc d'informations, évidemment, de données ? L'agriculteur manque aujourd'hui de beaucoup d'informations, selon vous, Jérôme Leroy, pardon ?
Alors, on ne peut pas dire qu'il manque d'informations. Ça fait une quinzaine d'années, une vingtaine d'années que la ferme est productrice d'une grande source de données. Ce qui est plus difficile, c'est qu'effectivement, le métier se complexifie. Le métier de chef d'entreprise agricole se complexifie. L'agriculteur est à la fois comptable, agronome, météorologue. Il fait 5-6 métiers en même temps. Et pour autant, il a besoin de prendre des vacances, comme tout un chacun. Et donc, le digital va lui permettre d'optimiser son temps, d'optimiser sa performance et de l'aider dans sa prise de décision. Guillaume Souler, selon vous, l'agriculteur est-il prêt à recevoir autant d'informations que vont lui donner ce type d'outils, de capteurs GPS, de drones ? Il est prêt à partir du moment où on lui donne les outils pour les interpréter, ces données. Jérôme le disait, ça fait 15 ans qu'aujourd'hui, il y a déjà de plus en plus de systèmes qui sont connectés. Le premier outil qui est connecté dans une ferme, bien souvent, c'est le tracteur qui produit, je ne sais pas, des mégaoctets, des centaines de mégaoctets, voire des gigaoctets de données. Tout seul, l'agriculteur, il ne peut pas évaluer, utiliser ces données en autonomie. Par contre, ce qu'il existe, c'est de plus en plus d'outils, de plateformes qui, selon l'usage qui est considéré, vont analyser ces données pour donner des conseils qui sont pertinents. Est-ce que je vais traiter ou pas ? Est-ce que je vais arroser ou pas ? C'est ça qu'il veut savoir l'agriculteur, c'est pas savoir quel est le pourcentage d'humidité au pourcentage près. Et ça, donc, c'est fournir des outils avec des algorithmes, avec des analyses qui ont été réalisées par des agronomes, etc. Mais pas pour tout, pour autant. Désolé, mais il y a aussi d'autres usages pour lesquels il y a relativement peu besoin d'analyse poussée derrière, des usages qui sont liés par exemple à la sécurité. Il y a des problèmes de sécurité dans les exploitations agricoles, avec des vols de GPS, des vols de gasoil, des choses qui sont liées par exemple à la consommation aussi des bâtiments. C'est pas forcément des choses pour lesquelles il y a beaucoup besoin d'exploitation de données derrière. Michael Fontanin, est-ce que vous aussi, selon vous, il y a peut-être un enjeu de formation ? Il faut bien les former, ces agriculteurs, à recevoir toute cette donnée ? Bien sûr, oui, il faut bien les former. Le but aussi pour les constructeurs tels que Vitibot, c'est de faire en sorte que l'outil soit le plus simple possible. Encore une fois, maintenant, les exploitants ont de plus en plus d'informations, de plus en plus d'outils à leur disposition. Et en fait, le but d'un constructeur tel que nous, c'est de faire en sorte vraiment qu'on forme les personnes, mais que l'outil déjà de base soit très très simple à utiliser. Nous, de notre côté, par exemple, on fait une formation de 2 jours pour tous les tractoristes, pour des opérateurs, qui utilisent le robot. Par contre, effectivement, quand on reçoit une personne dans l'usine, par exemple, ou quand la personne vient nous voir dans les vignes parce qu'il a vu le robot tourner et qu'il a été un petit peu curieux, on lui montre effectivement comment ça fonctionne. Et en fait, c'est très très simple. On est vraiment sur quelque chose où on a imaginé le produit et ses moyens de contrôle de manière très intuitive. Vous avez le smartphone de contrôle dans la main, vous avez un slider pour avancer, un slider pour tourner, 2-3 autres contrôles effectivement pour les outils, mais c'est tout. En fait, la manipulation de l'outil en tant que tel est déjà très très simple. Et après, une fois qu'il est parti de toute façon dans son mode autonome, là pour le coup on est sur quelque chose qui est encore forcément plus simple puisque c'est le robot qui gère tout seul. On a aussi un accompagnement forcément avec le service client qui fait que du coup de toute façon nous on essaye d'être vraiment avant-gardiste sur tout ça et de faire en sorte qu'on soit averti avant même le viticulteur ou l'agriculteur, par exemple, d'un problème, que le robot, effectivement, nous avertisse en temps réel. Et du coup, on prend la main sur la machine et on essaye de résoudre tout ça avant même que la personne, effectivement, s'aperçoive qu'il a pu y avoir un souci. Donc, du coup, on essaye vraiment d'accompagner au maximum l'exploitant et de faire en sorte vraiment que l'outil soit le plus simple possible. Guillaume Souler, on va aussi aborder une question. Pour faire fonctionner tous ces objets connectés, il faut un territoire connecté. Et c'est là que vous entrez en jeu, vous aussi, avec Arteria. Expliquez-nous. Effectivement, oui. Alors, Arteria, c'est une filiale de RTE, le réseau de transport d'électricité, qui est spécialisé dans l'aménagement numérique des territoires et de tous les territoires, notamment les plus ruraux. Parce que, en fait, pour faire de l'agriculture connectée, il faut des réseaux derrière. Parce qu'une station Winat qui produit de la donnée ou un réseau, un robot Vitibot, je pense aussi qu'il y a beaucoup de données qui est produit derrière. L'idéal, c'est de faire remonter cette donnée pour éventuellement les afficher sur une application, sur un tableau de bord, etc. Et nous, notre métier, c'est avant tout d'être opérateur de ces territoires un petit peu plus ruraux qui sont souvent délaissés par les opérateurs classiques. On parle beaucoup de zones blanches. Tout à fait. Les zones blanches dans la 3G, 4G, ça existe, mais pas que dans ces technologies-là. Le très haut débit, quand il faut accéder à des outils d'aide à la décision, il faut un Internet haut débit. Et puis, pour connecter les objets, souvent avec donc des réseaux bas débit, puisque nous, on est spécialisé dans les réseaux bas débit sur la partie IoT, il faut aussi déployer des antennes qui vont être en capacité de communiquer avec ces objets qui souvent fonctionnent par pile. C'est aussi l'intérêt de ces nouveaux réseaux-là.
Je rebondis sur ce que vous dites. Vous déployez déjà des antennes 5G. Vous parliez de la 3G, de la 4G. Est-ce que vous déployez déjà des antennes 5G chez Arteria? On regarde avec attention le marché de la 5G. Aujourd'hui, pour ces territoires-là, l'équation économique et puis même en termes d'usage n'est pas tout à fait là encore. Puisque même par rapport à un site 3G, 4G, les technologies dont on parle, bas débit, nous on s'appuie sur le LoRa, mais voilà, le concurrent le plus connu c'est Sigfox, c'est des technologies qui coûtent relativement peu à déployer. Il y a peut-être un facteur 10 dans les coûts de déploiement. Donc, avant de voir arriver la 5G, donc la génération d'après dans les territoires ruraux, on a encore un petit peu de temps. Jérôme Leroy, on disait tout à l'heure donc que les agriculteurs, en tout cas, ont les connaissances, selon vous, nécessaires pour manier des technologies peut-être des fois assez précises. Ont-ils les moyens aujourd'hui aussi pour d'aussi lourds investissements ? Alors moi j'aime beaucoup les remarques de mes deux acolytes, notamment sur le confort et la facilité d'utilisation des outils qu'on doit leur apporter. Nous c'est exactement ce qu'on fait chez Winat. Je pense qu'il y a un sujet d'accessibilité effectivement des technologies pour les agriculteurs. Je pense que l'agriculture, notamment pour les aléas climatiques, pour les agroéquipements, on a vu que le plan France Relance a quand même permis d'aider les agriculteurs à s'équiper d'outils permettant de lutter contre les aléas climatiques ou encore de moderniser leur parc machine. Pour un agriculteur qui a un projet et qui a une vision, je pense que ce n'est pas aujourd'hui un sujet de pouvoir investir pour les 10 prochaines années dans les bonnes technologies en se servant de ces réseaux de conseil qui l'aident à prendre le bon choix en fonction de sa terre, en fonction de son sol, en fonction de son objectif de rendement, en fonction de ses clients potentiels qui ont aussi eux-mêmes des attentes. Michaël Fontanin, vous êtes d'accord avec ça? L'agriculteur reçoit de toute manière plutôt positivement la technologie, peu importe si elle a un coût élevé, parce qu'il sait qu'il en a besoin, c'est un investissement pour l'avenir? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, quand on voit effectivement là un petit peu toutes les solutions qui peuvent émerger sur le marché, les agriculteurs et même les viticulteurs à l'heure actuelle sont nous on a un client par exemple qui parlait soit de revenir au labour, donc avec les chevaux, soit effectivement de partir sur une technologie complètement innovante telle que le Bacchus. Donc effectivement, on voit bien que les personnes ont besoin de cet investissement et ont besoin de le faire, encore une fois, par tous les enjeux qu'on a cités au début d'émission. Et donc du coup, de toute façon, clairement, avec les plans de relance tels qu'on l'a cité ou autres, on a les PCAE qui existent aussi sur certaines régions. Voilà, il y a des aides qui existent pour effectivement investir. Les CUMA, par exemple, aussi peuvent permettre d'investir de manière collective sur une solution. Alors, c'est pas forcément l'idéal, encore une fois, on le sait bien, mais il y a quand même des aides et il y a quand même des solutions qui permettent d'investir sur ce genre de technologie, tout à fait. Guillaume Soulère, 10 secondes sur cet enjeu financier, vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste dire que le coût, de toute façon, il s'étudie par rapport à un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, il y en a. La station météo, ça coûte de l'argent d'aller traiter avec des pesticides. Passer du temps, c'est aussi un retour sur investissement pour économiser du temps. Donc, Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairés sur ces nouvelles formes d'agriculture. On continue à parler d'ailleurs d'agriculture du futur avec Olivia Hieré-Dobré. C'est Horizon 2040. Bonjour Olivia. Bonjour Eva. Vous nous parlez aujourd'hui d'une solution à destination des exploitants agricoles, donc, qui leur permet de réduire les contraintes administratives et donc gagner du temps. Et savez-vous qu'un agriculteur passe en moyenne 500 heures par an dans les tâches administratives? Et si ce temps était divisé par 5, c'est la promesse d'équilibre, un outil qui réunit dans une seule application tous les éléments nécessaires à la gestion d'une exploitation. La facturation, la gestion des parcelles, la traçabilité de la production, ce qui permet à l'agriculteur d'avoir les informations en temps réel et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Le logiciel limite aussi la ressaisie des données. Elles vont être enregistrées dès la première fois dans tous les modules de logiciel où elles ont un intérêt. Alors dites-nous comment ça marche concrètement. Eh bien, par exemple, Eva, si je suis un agriculteur, aujourd'hui je décide de travailler sur telle parcelle. J'entre l'information dans le logiciel ainsi que le pourcentage de la parcelle travaillée, la durée, le type de tracteur, la quantité de produits utilisés. Et il y a même des indicateurs qui m'aident à ne pas dépasser les doses et éviter les mélanges non autorisés lors d'une pulvérisation, par exemple. Un cahier de culture est ensuite créé en ligne à partir de toutes ces interventions. Il faut savoir que ce compte-rendu est important parce qu'il est exigible pour obtenir des aides de la PAC. Il permet donc aux agriculteurs éligibles de se mettre en conformité.
Et puis, si je suis un éleveur, je peux enregistrer les données sanitaires de mon troupeau, ce qui permettra de repérer des affections récurrentes pour telle ou telle lignée d'animaux et un historique qui sera facile à consulter pour des besoins ultérieurs. Cet outil, Olivia, permet aussi de maîtriser la rentabilité d'une exploitation. En effet, les données techniques et agronomiques sont croisées avec les factures d'achat et de vente. L'agriculteur peut ainsi connaître par hectare ses charges mécaniques d'intrants ou de main-d'œuvre et donc en temps réel son prix de revient, ce qui évite les surprises en fin d'exercice. Et il s'adresse à tout type d'exploitation. Oui, et de toutes les tailles. Il se décline aussi en une solution pour les domaines viticoles. Equilibre a d'ailleurs déjà convaincu 5000 utilisateurs en France, mais aussi au Portugal et en Espagne. Et un accord a été signé en début d'année avec des chambres d'agriculture pour le proposer à davantage d'agriculteurs. Merci beaucoup. Olivia, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine dans Horizon 2040. C'est l'heure de Smart Money. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, comme chaque semaine, on décortique avec notre expert les placements d'avenir. Aujourd'hui, on parle d'un secteur en pleine expansion, celui de la robotique. Bonjour David Derry. Bonjour. Dites-nous tout. Quand on parle de robotique, en général, les premières images qui nous viennent en tête, c'est souvent celles des films américains, comme Terminator ou iRobot. Mais la robotique, c'est quand même un terme assez large. Quand on parle de robotique, on désigne en fait toutes les machines qui sont un mélange d'informatique, d'électronique et de mécanique et qui vont en fait effectuer automatiquement des tâches bien précises pour lesquelles ils sont conçus. Donc on voit aujourd'hui que derrière la robotique, il y a énormément de champs d'application. Par exemple, on peut penser au domaine militaire, au domaine scientifique, au domaine industriel. Et donc il y a énormément de champs d'application pour la robotique. Et quelle taille a ce marché exactement ? Donc c'est un marché qui est quand même assez gros. C'est un marché qui est en constante évolution depuis plusieurs années. En 2019, le marché de la robotique est représenté à environ 40 milliards de dollars américains. Et il y avait environ 2,7 millions d'unités de robots industriels installés à peu près partout dans le monde. Et en 2027, c'est un marché qui devrait être estimé à 100 milliards de dollars. Donc il y a quand même une forte augmentation. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que déjà les robots fonctionnent 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc ça permet aux entreprises d'améliorer à la fois la qualité, mais aussi améliorer leur production d'objets. Et puis en plus de ça, aujourd'hui on voit que les machines, en plus de pouvoir communiquer entre elles, elles sont de moins en moins chères à installer, de plus en plus faciles à utiliser pour le reste des entreprises. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de croissance. Quels sont les principaux acteurs de ce marché, David ? Alors quand on parle de robotique, il faut différencier deux choses, la robotique industrielle et la robotique de service. Donc quand on parle de robotique industrielle, on va penser à des acteurs comme Rockwell Automation par exemple, ou ABB, qui sont les deux plus gros acteurs dans la robotique industrielle. Et puis ensuite, dans la robotique domestique, on va avoir des entreprises comme iRobot, par exemple, les robots aspirateurs, ou comme Google aussi, qui s'intéresse à cette technologie, ou en Europe, on aura l'entreprise Siemens, qui est l'un des principaux acteurs de cette entreprise. Ensuite, pour ceux qui souhaitent investir dans la robotique, ils peuvent aussi investir dans les composants électroniques. Alors là, malheureusement, Arduino et Raspberry Pi ne sont pas listés, mais il y a des boîtes comme par exemple Nvidia, comme Qualcomm ou comme AMD qui s'intéressent à cette technologie. Et puis ensuite, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent aussi investir par exemple dans des ETF, comme ARQ par exemple, qui est un ETF sur la robotique. Il faut quand même faire attention car sur ce secteur, la réglementation est assez stricte, David. Exactement. Alors, quand on parle de robotique en général, et qu'on parle de réglementation dans la robotique, la première chose qui est en tête aux fans de robotique, c'est les 3 lois qui ont été écrites par Isaac Asimov. Et donc, c'est sur ces 3 lois qu'aujourd'hui, la Commission européenne et le reste des agences internationales réfléchissent. Ce qui est intéressant avec la robotique et ce qui est aussi compliqué avec la réglementation de la robotique, c'est qu'elle interfère avec plusieurs autres domaines. Par exemple, elle interfère avec l'intelligence artificielle, avec les données personnelles ou avec le respect de la vie privée. Et puis il y a différentes sortes de robots aussi. Donc par exemple, il y a les drones, ou il y a des robots médicinaux qui justement nécessitent une réglementation adaptée. Et donc il est vraiment aujourd'hui important pour avoir une réglementation en place qu'il y ait une collaboration internationale
et que la collaboration internationale décide de mettre en place des normes d'éthique et de sécurité très importantes. Enfin, vous êtes persuadé donc qu'il s'agit d'un marché en pleine expansion? En effet, comme on le voyait, c'est un marché qui devrait doubler d'ici à 10 ans pour dépasser justement les 100 milliards de dollars. Puis on voit que la robotique évolue, les machines sont de plus en plus intelligentes et il y en a de plus en plus. Et puis il y a un autre facteur aussi qui est aussi important et qui devrait avoir un rôle positif sur l'industrie de la robotique, c'est l'investissement massif des États qui devrait arriver avec la modernisation justement des infrastructures nécessaires. Il y a plusieurs États aujourd'hui, comme la Chine notamment, qui pensent à investir massivement dans le domaine de la robotique. Et donc, ça pourrait être un catalyseur assez intéressant pour l'industrie sur le long terme. Merci beaucoup, David Derry. À la semaine prochaine dans Smart Future. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Connect. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Cette semaine encore, on plonge dans l'univers du commerce digital. Kolia Kassar, cofondateur de FanLabiz, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Votre start-up est spécialisée dans les livraisons en vélo et vélo cargo. Vous opérez actuellement dans l'agglomération lyonnaise. Qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs de la livraison ? Alors, vague question, mais je dirais, au-delà du fait que nous transportons à vélo, on essaye de repenser autrement la livraison en tant que livraison. Au lieu de remplir un camion comme on le faisait traditionnellement à ras-bord et de faire travailler une seule personne, on essaye de diviser ce chargement sur 2, 3 ou 4 vélos avec différents livreurs. Pour quelle raison ? Pour leur donner des meilleures conditions de travail ? Voilà, il y a ce côté meilleures conditions de travail, une tournée qui est plus courte et plus intéressante, et surtout une tournée qui est optimale et qui peut être suivie. Le problème qu'on connaît dans les livraisons, c'est les problèmes de délai, d'attente et d'incertitude. Grâce à des plus petites tournées, on peut suivre le colis et assurer nos délais, les délais annoncés. Souvent, c'est moins de 1 heure, de 1 heure à 2 heures, ou la journée complète. Quel type de produits transportez-vous, dites-nous ? Alors, de la lettre jusqu'à la machine à laver, au four, on s'équipe, on est monté en gamme d'une certaine manière. Parce que dans un vélo cargo, vous arrivez à caler une machine à laver ? Voilà, alors pas vraiment dans le vélo cargo, mais à l'arrière, on a des remorques qui sont développées par des Bretons, qui sont très très bien conçus. Et du coup, la technologie nous aide justement à avancer et à décarboner un petit peu les livraisons. Mais donc, c'est sur des remorques qui permettent que le camion vienne nous livrer en centre-ville, décharge tous les gros objets encombrants, du plus petit au plus gros, et on peut les réalimenter directement. Et donc, du coup, ça rationalise les livraisons. Et c'est encore dans une politique de changement et de déconstruction de l'idée classique de la livraison et de la logistique. On a parlé des produits. Dites-nous qui sont vos clients ? Les entreprises ? Majoritairement des entreprises, oui. Il y a des entreprises aussi qui passent par nous pour pouvoir sous-traiter des missions à des coursiers en salariat, des coursiers professionnels et salariés surtout, parce qu'il y a une tendance qui est un petit peu compliquée en ce moment. Donc du coup, c'est pour s'assurer une livraison de qualité. Et donc voilà, majoritairement du professionnel, le particulier, on peut livrer du B2B2C, donc aller récupérer dans un grand magasin d'électroménager et pouvoir livrer au client final directement. Petite question, je rebondis sur ce que vous dites. Vous disiez que c'était un peu particulier ou un peu difficile en ce moment. Comment vous avez vécu cette période de pandémie ? Nous, du coup, on a eu très peur, parce qu'on travaillait beaucoup avec de la restauration, mais pas tout à fait comme les modèles des grosses entreprises de la food tech, mais plutôt comme du traiteur de plateau repas. Et donc, 60% de nos prestataires, l'année dernière, nous ont un peu abandonnés. Donc, on a dû pivoter et trouver... c'était assez simple finalement, tout le monde avait besoin de livraison. Et donc on a réussi à conclure le bilan avec un chiffre d'affaires positif, malgré le Covid. Donc c'était assez difficile, mais ça s'est bien passé. Comment en êtes-vous arrivé, Kolia Kassar, à posséder, c'est ce que vous dites, parmi les plus grosses flottes de vélos cargo de province ? Je pense qu'on y allait assez naturellement et doucement, en essayant de ne pas trop suivre suivant un modèle start-up, mais plutôt raisonné, pour ne pas aller trop vite. Et du coup, on est à 2 vélos par an en achat en général, et des recrutements assez conséquents. Nous, on a juste répondu aux besoins des consommateurs et de la ville, donc du coup, qui sont toujours croissants en livraison calme, décarbonée. Et donc, on a simplement accompagné le mouvement. Et grâce à la technologie des nouveaux vélos électriques et des cargos, on arrive à opérer en tout professionnalisme et en rassurant surtout les clients et les personnes extérieures en fait. On a souvent un doute sur le vélo comme étant fragile ou en retard, et grâce à des process qui sont bien encadrés et des outils technologiques qui sont de bonne qualité, on arrive à rassurer tout le monde et du coup à développer notre marché. Expliquez-nous comment alors, d'un point de vue, vous disiez technologique, logistique, comment vous arrivez à gérer une telle flotte ? En s'entourant de bonnes personnes. Du coup, notre structure, on a créé à 2 et maintenant on est 6 dans l'équipe encadrante, donc on arrive à horizontaliser les prises de décision et à sensibiliser aussi les livreurs
à toutes les missions de l'entreprise, donc à les faire évoluer en interne. Donc ils se professionnalisent, et ils sont en plus responsables de leur cargaison. Donc on a des livraisons de meilleure qualité, et du coup, naturellement, on génère plus de clients. Et on essaye aussi de développer des synergies avec d'autres entreprises dans d'autres villes, au lieu de nous, Fanlabis, de s'implanter au national, de s'appuyer sur les collègues de Paris, les collègues de Marseille et de Toulouse, pour pouvoir monter un réseau qui soit vraiment équitable et qui soit plus juste, parce qu'on se considère comme des experts d'une certaine manière, mais de Lyon et de la logistique à Lyon. Je ne pourrais pas en parler à l'échelle nationale. Donc on aime bien ces amitiés et ces partages de savoir horizontaux. Il y a une vraie culture du management, en tout cas, dans votre entreprise. Voilà, et c'est vraiment ce côté-là, de se mettre à la place du livreur, parce qu'on était livreur avant eux, donc on n'impose pas des choses qui ne sont pas imposables, et on consulte vraiment tout le monde pour faire en sorte que l'émission se passe le mieux possible. Et c'est nos clients, les premiers finalement, qui nous remercient et qui nous sollicitent à nouveau, et qui nous recommandent auprès de leurs pairs. Et c'est ce qui est, je pense, le levier de développement qui nous a touchés. Merci beaucoup, Kolia Cassar, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de Fanlabis. C'est déjà la fin de cette première partie d'émission. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite avec un débat passionnant autour des taxis volants. À tout de suite. Merci de nous rejoindre sur Bismart. C'est la deuxième partie de Smart Future, votre magazine de l'innovation. 30 minutes ensemble pour décrypter les pratiques de demain. Une deuxième partie largement consacrée au transport innovant, Smart City bien sûr. Et aujourd'hui, je vous le disais, on parle des taxis volants, un mélange hybride entre bus, hélicoptère et drone. Nous verrons comment ces engins du futur seront conçus. Les premiers essais à Paris, eux, sont prévus cet été. Nous demanderons donc également à nos invités si on peut croire ou non à leur arrivée prochaine dans le paysage urbain. Et dans Smart Move, un moteur de bateau 100% électrique. C'est l'idée d'Harold Guillemin, fondateur de Finks. Il nous expliquera pourquoi cette technologie de rupture au service de l'environnement peut-elle révolutionner la pratique. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de Smart City. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Prendre un taxi volant pour se rendre à un rendez-vous, une perspective qui semble se rapprocher. 2024-2025, rien n'est encore sûr, mais les premiers essais à Paris sont prévus cet été. Pour en parler, des partenaires sélectionnés pour ces tests, Thibaut Baldivia, cofondateur de la start-up Ascendance Flight Technologies, Bonjour. est avec nous. Bonjour, ravi de vous accueillir sur notre plateau. Rebecca Moreau, directrice d'HeliFirst, compagnie d'hélicoptères spécialisée dans le transport de passagers, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là, d'être venus nous éclairer sur ce moyen de transport très futuriste. Alors, taxi volant, ça va être ma première question. On rentre dans le vif du sujet. Nous sommes passés du mythe à la réalité, Thibaut Baldivia. Alors oui, c'est quelque chose qu'on prépare, donc on n'est plus du tout dans le futur. Là, c'est plus une question de si, c'est une question de quand. Après, taxi volant, ça va au-delà. En fait, ce qu'on parle, on parle de nouvelles mobilités aériennes. Et ça englobe tout un pan, donc effectivement tout ce qui est le lien dans les villes, le lien avec les villes, on en reparlera, je pense que Rebecca aura un avis sur la question, mais aussi tout ce qui est le transport régional finalement, pouvoir toucher avec de l'aérien et un aérien qui est durable, des communautés qui sont un petit peu plus éloignées, qui sont peut-être moins bien desservies aujourd'hui, et donc avoir vraiment un complément de mobilité sur ces segments qui se retrouvent aussi aujourd'hui autour des villes et sur du régional. Rebecca Moreau, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça. La question, c'est quand ? Là, on en est sûr. C'est juste le quand. Le quand, c'est un petit peu prématuré pour le dire, puisqu'on y travaille tous ensemble. On est dans un consortium avec Thibaut, avec Choose Paris Region. On est plusieurs acteurs. Donc, il y a les concepteurs de eVTOL, dont fait partie Ascendance Flight. Moi, je suis dans ce dispositif un réel opérateur qui exploite au jour d'aujourd'hui en tant que compagnie aérienne d'hélicoptères à l'héliport de Paris. Donc, moi, je sais le besoin du client. Vous êtes déjà dans le ciel parisien. Moi, je suis déjà dans le ciel parisien. J'opère tous les jours et je passe mon temps à demander la permission de pouvoir voler, parce que c'est un petit peu complexe, justement, comme vous le disiez, justement, dans des zones urbaines. Mais je suis convaincue, comme Thibaut, qu'effectivement, ce moyen de transport de demain est vital pour, justement, donner plus de fluidité aux agglomérations, aux technopoles, permettre des déplacements qui sont un petit peu compliqués aujourd'hui, de permettre aux gens de pouvoir se déplacer plus facilement grâce au eVTOL de demain. Et je pense que l'objectif du gouvernement étant de faire une
présentation pour les JO 2024, de faire une première liaison qui pourrait être, par exemple, entre le village olympique et notre héliport de Paris, par exemple, pourrait être un bel exemple. Et on travaille dessus ardemment, et c'est notre projet. Et il faut y croire, sinon on ne fait plus rien. Rebecca Moreau parle d'utilité. Vous êtes persuadée qu'il peut, par exemple, désengranger un trafic déjà assez dense, notamment en région parisienne? Ça a cette vocation aussi? Aussi, oui. On est vraiment sur venir à un endroit où certains services de mobilité peut-être ne le font pas de manière efficace. On vient en fait vraiment en complément de ce qui existe aujourd'hui, parce que l'objectif c'est vraiment de se poser la question aussi de qu'est-ce qui est durable, comment est-ce qu'on fait pour faire les choses dans le respect de l'environnement, des usagers. En faisant attention, en prenant ces choses-là en compte. Pour nous, c'est vraiment, on dit souvent qu'on a 3 piliers lorsqu'on développe notre VTOL. C'est un pilier technologique, bien entendu, parce qu'on parle quand même d'une plateforme qui est volante, avec la sécurité, exactement, la conformité. Très très important pour nous. Mais aussi un pilier environnemental, avec la réduction des émissions carbone jusqu'à 80% par rapport à un hélicoptère, et 4 fois moins de bruit aussi que certaines autres parties dans l'aviation. Et enfin, vraiment un intérêt pour l'usager. La question, c'est de se poser en disant, c'est pas faire uniquement une machine, c'est faire une machine qui sera utilisée demain par les gens. Et là-dessus, c'est tout l'intérêt de pouvoir travailler justement avec Rebecca sur ces sujets, de comprendre comment les gens vont s'approprier ce moyen de transport pour être sûr de répondre à la demande de demain et avec un objet qui est approprié. On va rentrer dans la technologie, voir un peu à quoi ça ressemble, comment ils sont conçus, un mélange, je le disais tout à l'heure dans le lancement, entre le bus, l'hélicoptère, le drone. Voilà, on va rentrer là-dedans. J'ai quand même envie de vous poser la question de cette réglementation. Voilà, c'est un peu aujourd'hui ce qui bloque. J'imagine que c'est un peu le gros point noir du projet. On en est où là-dessus, Rebecca Moreau? Vous avez l'air optimiste, mais bon, c'est quand même pas encore fait. Non, c'est pas encore fait, tout à fait. On a la chance d'avoir notre direction de l'aviation civile et les services de la navigation aérienne qui sont extrêmement compétents, et donc au jour d'aujourd'hui, l'espace aérien francilien, plus exactement, est déjà bien encombré, en ce sens qu'on a des étagements, en fait. Vous avez des avions de ligne, vous avez des jets privés, vous avez les hélicoptères, et il y aura le drone de demain. Voilà, et donc du coup, il faut appréhender, il faut absolument avoir des discussions, ce que nous faisons. Tout est en cours. Si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, on a bien avancé, mais ce n'est pas encore statué, parce qu'on est dans le début. L'objectif étant en 2024, on est en 2021, donc ça nous laisse un petit peu de temps, mais c'est quand même demain. Mais on a des acteurs qui sont très positifs et des gens qui ont cette volonté, tout comme nous, de pouvoir répondre à ce nouveau moyen de transport, mobilité urbaine en tout cas. La France est-elle dépendante de la réglementation européenne sur cette question? Tout à fait. Voilà, donc il y a cette difficulté-là aussi. Il y a également avec le EASA qu'il va falloir également avoir des pourparlers, chose qui est, parce qu'on doit avoir un accord européen pour pouvoir mettre en place tout ça, parce que ce qu'on va décliner dans notre pays, et par exemple sur l'Île-de-France, la région Île-de-France, puisque la région du Île-de-France est très fédérateur de ce projet, il va falloir le décliner dans d'autres villes de France et d'Europe. Donc c'est l'objectif, et le EASA est notre garde-fou, si je puis dire. Et en termes réglementaires, on est régi sous leurs règles, tout à fait. Thibaut Baldivia, peut-être ce qui bloque aussi, c'est le côté autonome de ces taxis volants. Ça aussi, ça va être un cap à passer qui n'est pas forcément facile. On l'imagine qu'autonome. C'est culturel, on a un petit peu de mal. On le voit aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire voler des drones aujourd'hui dans l'espace parisien, ne serait-ce que pour des livraisons. Amazon a tenté sa chance, pour l'instant ça ne marche pas. Donc voilà, ça c'est ce qui bloque encore. Et est-ce qu'on peut l'imaginer peut-être pas autonome finalement, ce taxi volant? Nous, on l'imagine d'ailleurs pas autonome pendant encore un bon moment, avant effectivement de pouvoir passer. On commencerait avec un conducteur pour ensuite peut-être passer... Exactement, avec un pilote, ce qui permet aussi en fait de revaloriser tout le pool de pilotes en fait qu'on a aussi en France, en Europe, qui est quand même très développé. De rassurer aussi l'utilisateur finalement, parce que quand on monte déjà on va monter dans un avion qui décolle verticalement, ça peut un petit peu impressionner, donc en plus de ça, avoir un pilote à l'intérieur, c'est quelque chose qui est rassurant. Et aujourd'hui, nous, quand on a discuté avec des utilisateurs, quand on a regardé un petit peu des études d'acceptation en fait sociétale, les gens sont plus rassurés lorsqu'il y a un pilote, et c'est le cas aussi pour la réglementation, ça, je confirme, de pouvoir dire nous aujourd'hui en fait on envisage cette partie-là où l'humain et toujours derrière, on imagine tous les systèmes de sécurité possibles pour prévoir tous les cas de panne. En dernier recours, il reste toujours l'humain qui est capable de réagir très rapidement. Rebecca Moreau, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord, parce que nous, en termes d'exploitation actuelle sur nos hélicoptères, on a forcément des pilotes, ils ne pilotent pas tout seuls. Et c'est vrai que les clients sont quémandeurs, en fait. Ils posent plein de questions, ils ont un briefing de sécurité avant vol, vous voyez, après le vol, comment ça se passe. Donc il y a vraiment une certaine connivence entre le pilote qui est à bord et les passagers. Donc ça, je pense qu'il faut le conserver dans un premier temps. Je pense de toute façon que même demain,
avec les eVTOL de demain. Forcément, il y aura une adaptation. L'hélicoptère et le drone volant de demain seront ensemble, au même titre que les jets privés et que les avions de ligne. Donc, il faudra avoir une cohabitation. Mais une fois de plus, c'est ça qui est passionnant, c'est un échange. Ça va être une communication et de bien cadrer, en fait. Ça va être très important, surtout aéronautiquement, tous les aspects sécurité et conformité, pour faire ça vraiment dans un sens qui soit celui toujours pareil, qui est le client de demain et l'utilisateur de demain. Expliquez-nous comment HeliFirst s'est greffé au projet. Oui, bien sûr. Comment ils ont fait et pourquoi ils ont fait appel à vous. On s'en doute un peu, comme vous volez déjà, comme vous le disiez, au-dessus de l'espace aérien parisien. Mais expliquez-nous comment vous êtes arrivé sur ce projet-là. En fait, c'est Aéroport de Paris, qui fait partie du consortium de Choose Paris Region, qui est venu nous chercher parce qu'il y a quelques années, il y a plus de 20 ans de ça, dans les années 1980, nous étions les pionniers. On a déjà, nous, créé des vraies lignes régulières en hélicoptère, en Île-de-France. On avait créé donc la ligne entre l'héliport de Paris et les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly, entre l'héliport de Paris et le Business Center de la Défense, où on avait créé donc une drop zone où on pouvait se poser, qui est maintenant l'autoroute A14. Et on avait également créé dans le sud de la région parisienne, à Évry, puisqu'il y avait une technopole avec plusieurs grandes entreprises. On les emmenait donc entre l'héliport de Paris ou les aéroports jusqu'à ce centre. Et on transportait quand même plus de 65 000 passagers par an. Donc on a vraiment cette notion de ligne régulière. Donc on sait faire. On sait également le commercialiser. Et en fait, on avait commercialisé ça avec Air France, puisque on a un réseau mondial de distribution de réservations en ligne dans le monde entier, avec les codes IATA, qui sont des codes d'agences de voyage dans les systèmes informatiques. Et donc, ils sont venus nous chercher pour cette expérience et cette expertise, et également parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis la seule compagnie sur l'héliport de Paris, compagnie aérienne qui exploite des vrais aéronefs et qui a vraiment une vraie utilisation avec des utilisateurs réels. On comprend l'intérêt de vous avoir appelé Rebecca Moreau. Voilà. Comment on l'a compris, donc il y a vraiment beaucoup d'acteurs, une multitude d'acteurs sur ce projet-là. Comment on travaille tous ensemble, Thibaut Baldivia, avec des grands acteurs comme Aéroport de Paris ou des plus petites startups comme vous? Comment tout ce mélange se fait? Justement, en fait, c'est au travers du consortium qu'on rencontre d'autres acteurs. C'est au travers du consortium, même si on discutait déjà un petit peu avant, qu'on a pu rapprocher en fait nos deux sociétés pour pouvoir travailler ensemble et préparer justement tous ces aspects, parce que on est finalement très très complémentaires. Et nous, notre croyance, c'est vraiment de dire personne ne va réussir à pousser ce nouveau marché de la mobilité aérienne innovante seul. Personne n'a les épaules suffisamment larges. Donc, en fait, ce consortium, finalement, il est là pour ça. On a un territoire industriel en fait en France, et particulièrement dans l'aviation innovante et électrique, qui est très riche. Qui a été impacté pendant la crise, mais qui est quand même très riche. Qui reste très riche et qui était longtemps en avance d'ailleurs. Des présentations des Américains, il y a quelques années encore, citaient l'Europe, et particulièrement la France en exemple. Donc maintenant qu'on avait ce terreau-là, si je peux dire, ça a été comment est-ce qu'on fait pour pouvoir en fait faire travailler les gens ensemble et vraiment pousser cette industrie, structurer cette industrie en France pour qu'on soit sûr de faire en sorte que la France demain soit présente, continue d'être présent finalement sur ce nouveau marché aéronautique. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Rebecca Moreau. Comment vous êtes arrivé sur le projet? Je sais qu'avec Ascendance Flight Technology, vous bossez sur un avion hybride à décollage vertical. J'imagine que c'est là où on a vu le point commun avec le taxi volant. Qu'est-ce qu'ils ont cherché avec votre start-up? En fait, nous, on est en discussion avec ADP. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille avec eux. On développe donc des solutions pour décarboner l'aviation au sens large, donc par exemple des moteurs aussi qui permettront d'être installés demain dans les aéronefs plus conventionnels. Mais notre premier produit reste quand même cet avion, donc justement VTOL à décollage et atterrissage vertical, qui permet de faire les missions que finalement recherche le consortium avec Choose Paris Region, ADP, donc Réinventaire Mobility au niveau de l'Île-de-France. Donc des liaisons vers les régions, des liaisons régionales, si je peux dire, en fait, en dehors de la ville. Notre produit et la spécificité de sa propulsion hybride électrique permet justement en fait, de réaliser en termes de performance ce genre de trajet. Et donc c'est la raison pour laquelle, en plus d'être un des seuls acteurs français sur le VTOL, en tant que constructeur, qui nous a poussé en fait à rejoindre ce consortium. On entend électrique, on entend hydrogène. À quelle énergie vont tourner ces futurs taxis volants? Non, mais c'est vrai, j'imagine que, en plus vous parlez d'enjeux environnementaux, je pense que c'est une question aussi un peu fondamentale. Dites-nous, Thibaut Baldivia, est-ce qu'on sait déjà? Alors,
Nous, en fait, pour nous, l'hydrogène, c'est vraiment la direction à prendre. Après, l'hydrogène, ça reste quand même une technologie qui doit être accompagnée par d'autres sources, comme des batteries notamment, ce genre de choses. Donc, en fait, à la fin, on aura un système qui restera hybride, au sens où on a plusieurs sources d'énergie dans l'avion qui sont utilisées à des moments un petit peu différents. Donc, c'est pour ça que dès aujourd'hui, en fait, on a fait ce choix-là de l'hybride, qui nous permet finalement de préparer déjà l'hydrogène, en ayant déjà tous les composants qui sont au bon endroit pour pouvoir avoir rapidement après cette solution lorsque toutes les technologies de production d'hydrogène, mais aussi de stockage dans les avions seront disponibles pour pouvoir mettre sur le marché un produit final. Rebecca Moreau, comment tournent vos hélicoptères chez HeliFirst? Nous, on a du carburant. En fait. Vous avez Comme du les carburant avions, c'est du jet A1 en fait, et c'est du carburant. Et c'est vrai qu'on forcément on consomme du carburant, mais c'est pas aussi polluant qu'on peut entendre par rapport à une voiture. Un hélicoptère est à peu près du même acabit. Donc sincèrement, c'est pas significatif. Mais justement, avec les progrès technologiques, c'est ça qui est assez intéressant aussi. Il est possible aussi que l'hélicoptère de demain, qui pourra continuer à survivre un petit peu, ait également une amélioration du point de vue justement carburant. On pourra peut-être faire une composante hydrogène, à voir. C'est ça aussi qui peut permettre aux constructeurs, en l'occurrence, nous, chez HeliFirst, on n'a que des Airbus hélicoptères, mais les constructeurs devraient tous se mettre aussi, je pense, dans ce concept, toujours dans un souci écologique, d'améliorer nos consommations. Ça, pour revenir à ce décollage vertical, pour l'instant propre à l'hélicoptère, où il va décoller ce taxi volant dans Paris? Enfin, comment on imagine le point de départ, le point d'arrivée, sur des territoires peut-être un peu plus grands comme la Seine-et-Marne, où on imagine que ce sera plus simple. Sur un territoire urbain, comment on réfléchit à ce genre de choses, Rebecca Moreau? Eh bien, écoutez, nous, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on crée à peu près un peu plus de 300 drop zones. Donc, ce sont des hélisurfaces qui peuvent être diverses et variées. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça que Choose Paris Hydrogen était venu nous chercher, parce qu'on sait analyser, détecter. Mais l'idée, c'est vrai, ce serait pour désengorger, pour améliorer, fluidifier, ce serait de mettre des verticales héliports en haut des toits des immeubles, vous voyez, par exemple. Se servir des toits de Paris? Il faudrait les aménager, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Mais vous voyez, par exemple, sur un complexe comme la Défense, ça pourrait tout à fait être envisageable, ou même des points stratégiques au niveau des portes du périphérique, vous voyez, par exemple, c'est des options, des sujets qui sont en cours, les aéroports, essayer en fait de créer un vertical héliport à des endroits stratégiques où justement le eVTOL de demain pourra se poser, et bien sûr en conservant le centre de Paris qui est bien sûr incontournable, qui est l'héliport de Paris. Voilà, là où nous sommes. Voilà. On a vu des images, est-ce qu'ils seront gros, ces taxis volants? Un peu de tout. Il y a un peu de tout, il y en aura plusieurs. On pourra transporter combien de personnes? Enfin voilà, ça aussi c'est une question que nos téléspectateurs se posent sûrement. Combien on pourrait être dans un taxi volant? En plus, si vous parlez de désengorger un trafic parisien, j'imagine que peut-être qu'on pourrait être plusieurs dans ce taxi volant, Thibaut Baldivia. Oui, alors sur les premières générations de produits qu'on développe, sur les premières générations d'avions, on emporte donc déjà un pilote, on en parlait tout à l'heure, qui est accompagné de 4 passagers environ sur ces premières générations-là. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir être assez proche finalement des usages qu'on a déjà aujourd'hui. Vous voyez l'hélicoptère, on est 5 places passagers plus le pilote au jour d'aujourd'hui, vous voyez, pour un appareil hélicoptère. Donc il faudrait beaucoup de vols, j'imagine. L'idée, c'est de faire des petites distances dans un premier temps. Vous voyez, donc quand on dit des petites distances, pour que ce soit significatif, ça va être entre 5 et 15 minutes de vol, vous voyez. Déjà pour permettre que la machine se mette en route. Vous voyez, je pense qu'il faut aussi l'appréhender, se laisser un petit peu de temps et de voir comment ça fonctionne et comment l'intégration aérienne peut se faire. Parce qu'il faut faire très attention, parce qu'on n'est pas tout seul dans le ciel et il faut que ce soit absolument safe, au plus. C'est primordial. Bien sûr. Comment vont se passer ces tests alors cet été? J'imagine que vous les attendez avec impatience. Comment vont-ils se passer? Qui sera là? Qui sera présent? Qui va tester? Dites-nous, expliquez-nous, Rebecca Moreau ou Thibaut Baldivia, comme vous voulez. Vas-y, je t'en prie. Non. En fait, les tests s'ouvrent à partir de cette année, mais donc c'est une campagne d'essai qui est en train de s'ouvrir. Donc il va y avoir plusieurs créneaux. L'idée aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de venir tester dans un environnement qui est représentatif, donc des vertiports dont parlait Rebecca tout à l'heure, est proche de la ville, je suis tout à fait d'accord. Comment cet eVTOL, cet avion à décollage et atterrissage vertical, il va se comporter? Comment est-ce qu'on va en fait venir interagir avec un petit peu toutes les autres branches, si je peux dire, qui font le transport aérien, les passagers, les points de sécurité, la tour de contrôle. Voilà, c'est imaginer un petit peu tout ça pour qu'on puisse avoir vraiment une zone d'essai bac à sable, pour
que lorsqu'on viendra ensuite le transposer dans la vraie vie, si je peux dire, on sache déjà comment ça va se passer. Vous dites comment il va interagir donc avec les acteurs du taxi volant, comment aussi peut-être il va interagir avec les Parisiens, avec les Franciliens qui se baladent. Rebecca Moreau, ça aussi, est-ce qu'on les entendra? Est-ce que ce sera bruyant? Ce ne sera pas plus bruyant qu'aujourd'hui ce qu'on a en fait. Un hélicoptère, je pense que paradoxalement, je trouve que le eVTOL de demain est plus bruyant qu'un hélicoptère aujourd'hui, mais parce qu'on doit le développer, je pense, et puis il y a des réglages à faire, etc. Mais ça ne changera pas, je pense, en termes auditifs, donc ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Par contre, ce qui va changer radicalement, je pense, c'est cette fluidité dans le transport. Ça va permettre à des gens de se déplacer, mais de façon beaucoup plus facilement. Il va y avoir tellement d'outils à sa disposition que l'usager de demain pourra choisir le mode de transport qui lui correspondra le mieux. Absolument. Mais pour quel type de rendez-vous? Pas pour aller au travail, on ne prendra pas le taxi volant pour aller travailler le matin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être aussi une ambition. Moi, je trouve que si, parce que, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, c'est la région Île-de-France qui est vraiment partie prenante de ce magnifique projet. Et la région Île-de-France a pour vocation de développer donc, son ensemble de sa région. Donc la région est quand même assez grande, assez étalée. Donc je pense que la personne qui est au fond de la Seine-et-Marne pourra tout à fait venir à Paris de façon très rapide, alors que là, c'est un petit peu compliqué. Il faut prendre le TER, le tram, il faut prendre le train. Voilà. Donc l'idée, c'est de fluidifier les déplacements en région parisienne. C'est la volonté de la région Île-de-France. Donc maintenant, au contraire, je suis très optimiste de permettre aux usagers de demain de choisir leur mode de transport qui leur correspondra. Fluidifier, faciliter. Thibaut Balduvier, est-ce que selon vous, les Français, les Franciliens sont prêts à accepter cette technologie? Est-ce que vous avez des retours aussi là-dessus? Est-ce que les gens sont prêts à monter dans un taxi volant aujourd'hui? Il y a des études? Je pense qu'on voit qu'aujourd'hui, la société, les gens sont prêts à accepter des nouveaux moyens de mobilité. On est sur des échelles qui sont complètement différentes, mais on a vu aussi l'engouement qu'il y a eu autour de l'utilisation des vélos, à partir du moment où s'était mis des vélos en libre service, peut-être aussi d'autres moyens de micro-mobilité. On voit que les gens aujourd'hui cherchent justement à se diversifier pour vraiment prendre le moyen de transport qui correspond au trajet qu'ils veulent faire. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut qu'on voit en fait ce nouveau marché aérien finalement. C'est pas forcément une substitution, on n'est pas en train de remplacer quelque chose, mais on est en train de venir complémenter une offre de transport avec ce nouvel avion VTOL. Une offre complémentaire, donc peut-être dans le ciel parisien, autour des Jeux Olympiques, en tout cas les premiers vols, peut-être à ce moment-là. Ce sera l'objectif de notre gouvernement et de la région Île-de-France. On va tout faire pour effectivement tout le consortium y arriver. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge de belle envergure. Mais c'est vrai qu'il faut... Tout évolue en ce moment, surtout après cette crise sanitaire. Donc je pense qu'il faut être dans le move. Et il faut croire à notre mobilité. Et surtout en région parisienne, je pense que c'est un bon exemple pour commencer. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Thibaut Balduvier et Rebecca Moreau. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, c'est Smart Move. Dans Smart Move, aujourd'hui, Harold Guillemin, fondateur de Phoenix, spécialiste des moteurs de bateaux 100% électriques, est notre invité. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Future. Merci beaucoup. Un moteur de bateau électrique, qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a donc pas d'hélice, c'est ça? Tout à fait. Nous faisons en fait chez Phoenix des moteurs de bateau à nageoires. On remplace l'hélice par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet une économie d'énergie. En fait, on ne mixe pas le fluide comme le fait une hélice. Une sécurité maximale parce qu'il n'y a aucun risque de se blesser. Il n'y a pas d'hélice, c'est une nageoire qui ondule. Et un entretien réduit. On a beaucoup moins de pièces mécaniques à risque, donc c'est plus facile à entretenir. Vous le voyez sur l'animation, cette membrane, cette nageoire prend une drôle de forme. C'est une membrane en forme de disque qui ondule. Ondulante, vous appelez ça comme ça? Tout à fait. C'est une membrane ondulante en fait qui ondule de la périphérie vers le centre et qui permet de propulser un fluide, comme le montre l'animation. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette technologie de rupture? Eh bien, après mon école d'ingénieur, j'ai travaillé dans une super start-up qui a développé cette technologie pour les pompes industrielles, donc un domaine complètement différent. Et à la suite de ça, j'ai travaillé 5 ans chez elle et je suis devenu en fait expert sur cette technologie. Et j'ai toujours rêvé d'adapter cette technologie à un marché qui me touchait certainement plus en tant que breton et marin, donc au moteur de bateau. Tout à fait. En fait, remplacer les hélices des bateaux par une nageoire.
C'est ce qui vous tenait à cœur. Est-ce que derrière ça aussi, cette technologie, se cache un enjeu environnemental? J'imagine que oui, évidemment. C'est aussi ça qui vous a peut-être amené à travailler là-dessus également. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, 99% des propulsions nautiques sont thermiques. Le marché de l'électrique se développe rapidement. Il y a de plus en plus de normes qui sont imposées dans ce domaine-là. Donc effectivement, nous souhaitons mouver sur cette mouvance et proposer des moteurs électriques 100% green, c'est-à-dire qu'on n'émet pas de CO2 en fonctionnement. En fait, notre premier produit, un moteur de bateau 5 chevaux pour des petites embarcations, économise 7 kg de CO2 à l'heure comparé à un moteur thermique bien polluant. Vous parlez de petites embarcations, justement. Question sur quel type de bateau on parle sur des moteurs Phoenix? Alors, notre première gamme, ce sera des petites puissances. 5 chevaux pour des voiliers jusqu'à 3 tonnes, des annexes, des petites embarcations de pêche. L'objectif, évidemment, c'est de monter en puissance rapidement. Nous réalisons d'ailleurs une levée de fonds en ce moment de 3 millions d'euros. Tout à fait, 3 millions d'euros. J'allais vous poser la question sur ces objectifs de développement avec ces 3 millions d'euros. Eh bien, le but, c'est de monter en puissance, atteindre 150 chevaux, faire un 100 kW électrique. Et donc toucher des bateaux plus grands. Voilà, pour je dirais du sport nautique, des bateaux de plus grande puissance avec 10, 15 personnes et pouvoir ainsi vraiment réduire l'impact environnemental de nos moteurs thermiques. On perd de l'impact environnemental. Est-ce qu'on gagne aussi en efficacité? J'imagine que les propriétaires de bateaux vont aussi rechercher ça, une efficacité, une rentabilité. Oui, si vous voulez, cette membrane, en fait, ne mixe pas le fluide comme le fait une hélice. Donc, on économise en énergie à ce niveau-là. Ça a été prouvé dans les pompes industrielles. On espère pouvoir le prouver également dans les moteurs de bateaux. Aujourd'hui, la start-up est assez jeune. On a 2 ans à peine. Donc, on développe notre premier produit, mais vous l'aurez compris, on montera rapidement en puissance. Vous allez monter en puissance. Je crois, on parlait tout à l'heure de nageoires, je crois que vous êtes passionné de biomimétisme. De quel vivant vous êtes-vous inspiré donc pour cette technologie? Eh bien, je dirais tout simplement du dauphin. En fait, le dauphin peut se déplacer à 60 km/h sans hélice, sans un bruit. Ça, c'est assez bluffant. L'espadon peut même atteindre 110 km/h dans l'eau sans hélice. C'est complètement bluffant. Michael Phelps, à côté, le nageur professionnel, c'est de la rigolade. Donc, effectivement, on a beaucoup à apprendre de la nature. La nature, en fait, c'est la plus grande société qui n'a jamais fait faillite. 4 milliards d'évolutions sur Terre et finalement, jamais de faillite. Donc, effectivement, il faut s'en inspirer pour proposer des solutions plus économes, innovantes, certes, disruptives, certes, mais innovantes et économes pour la mobilité verte de demain. Vous avez des chercheurs, alors j'imagine, qui ont travaillé là-dessus, parce que le biomimétisme, c'est quand même une technologie assez précise. Oui, alors... Vous avez des scientifiques qui travaillent avec vous? Oui, tout à fait. En fait, on est une petite équipe pour le moment d'ingénieurs, mais on fait appel à des experts du domaine. On brainstorm également avec des personnes qui viennent du monde biomimétique, où finalement, ils nous proposent des choses à mimer en fait de la nature pour proposer une solution toujours plus green. Donc oui, aujourd'hui c'est beaucoup de recherche, c'est passionnant. Il y a encore beaucoup à faire, mais on est sur la bonne voie. Aujourd'hui, ce produit est breveté, je crois. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc, vous en êtes où alors sur ce produit-là? Alors. Oui, sur ce 5 chevaux, en fait, on est en train de le développer ici à Paris, dans le 20e, et également à Centrale-Supélec, où nous sommes incubés. L'objectif, c'est dès cet été de pouvoir donner quelques moteurs à nos early adopters, recueillir de l'information sur nos moteurs, et puis lancer une petite série en fin d'année, dès qu'on aura clôturé notre levée de fonds, pour industrialiser et commercialiser cette belle techno. Pour l'instant, vous êtes sur un marché français ou vous souhaitez également peut-être vous étendre à l'Europe? Très rapidement, en fait, le marché européen des moteurs de bateau est très intéressant. L'Italie est un grand pays, l'Allemagne également. Tous les pays nordiques sont très intéressants et ils sont, je dirais, en avance sur la motorisation électrique. Donc oui, on souhaite évidemment s'étendre rapidement. Le marché des US est également très gros. 50% du marché mondial se situe là-bas. Donc il y a beaucoup à faire sur ces grands marchés. Merci beaucoup, Harold Guillemin, d'avoir été avec nous aujourd'hui, CEO et fondateur donc de Phoenix. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Smart Future. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur Bismart. Ce programme vous a été présenté par SEAT.